Chapitre 4 Précieuse. Ernest contempla la grille de l'ascenseur capable de le monter sans sueur au 3e étage. Malgré sa fatigue soudaine, l'habitude le poussa dans l'escalier où il montait ses 57 marches avec sa tête étrangement décollée du reste de son corps. Il revoyait le bébé, Victoire, la horde des garçons et il cherchait. Est-ce possible pour une seule femme d'avoir tant d'enfants alors qu'une autre meurt à la naissance d'un seul pauvre gars? 14 enfants. Ça veut dire que la mère de Victoire a passé 12 ans et demi enceinte, avec au moins 56 mois dans un état d'obésité épouvantable. Mais pas seulement ça. Ernest pensait au contenu lamentable des couches de Jérémie multipliées par 14. Comment habiller tout ce monde, les nourrir, les élever? Avec ça, les parents n'étaient même pas à la maison pour surveiller. Il travaille, lui avait dit Victoire. Il fallait bien, même s'il ne mangeait pas de toute évidence que des pommes de terre. Ernest entra, posa son cartable dans sa chambre. Jeta un coup d'œil sur la pomme et la biscotte qui l'attendaient, impassible, fit un crochet devant la chambre de sa grand-mère. Tout était pareil. Elle ne s'était peut-être pas rendu compte de son retard, mais il était trop honnête. Il chuchota, sans vouloir risquer de la réveiller. « Je suis rentrée, grand-mère. J'ai eu du retard. » Et puis il fit un autre crochet. C'était un jour de crochet, dans le salon où la boîte contenait la lettre contenant la lettre le narguait. Et comme une révélation, il calculait. Je connais maintenant d'un coup 14 personnes, plutôt 13, qui peuvent m'aider à déchiffrer la lettre. Pour la 2e fois en une seule journée, un sourire lui tomba du ciel. Il mangea sa pomme avec appétit, fit ses devoirs rapidement et avec entrain, mais arrivé à son moment habituel de récréation, ses yeux se figèrent dans son livre, sans pouvoir parcourir les lignes. L'alchimie inexplicable qui transforme ces symboles sur papier en des émotions au cœur ne marchait plus. Les mots étaient de plomb sans les plumes qui les aidaient à filtrer à travers le cerveau. Les phrases stagnaient. Il tenta de les lire et de les relire, mais sa tête était trop pleine des événements de cette journée. Par-ci, par-là, un mot dans son livre était associé à une circonstance de la journée. Frère, ami, n'avait jamais eu de résonance pour lui jusque-là. C'est quand il tomba sur le mot « viol » qu'il eut l'idée que Victoire l'avait violé. Sans lui demander son avis, elle en avait fait son esclave. Un vrai chef, un quartier-maître. Tu marches ou tu meurs. Et Ernest, qui ne pouvait plus s'arrêter, eut son 3e sourire. Vive les chefs! À 20h, sa grand-mère n'était pas encore venue dans le salon. Ernest était alarmé. Était-ce la foudre qui l'attendait? Et si elle était morte? Il mit quelques secondes avant d'avoir le courage de frapper à sa porte. Et, au moins 1 minute entière avant d'entrer, sa grand-mère était assise sur le lit, les pieds par terre, comme une somnambule avec une enveloppe à la main. En voyant Ernest, elle sembla se réveiller. Son premier geste fut de dissimuler l'enveloppe sous son oreiller au milieu de toute une pile de lettres. « Grand-mère, il est 20h. » Sa grand-mère hocha la tête, bascula sur ses jambes et se mit difficilement en route. Elle brancha la radio, qui cracha sa dose de tremblements de terre, feux de broussailles, famine et guerre civile. Elle l'éteignit, et Ernest chauffa la soupe. Pour la première fois, il eut envie de lui dire comment s'était passée sa journée. Elle ne lui avait jamais demandé. Les journées viennent et s'en vont, se passant comme elles se doivent. On fait ce que l'on doit faire, sans plus. Ernest eut brusquement envie de plus, et parfois il faut provoquer un léger plus. « Grand-mère, dit-il,
sans savoir comment il allait lui annoncer sa nouvelle. Elle, Précieuse, le trouvait agité. La soupe ne semblait pas le tranquilliser. Mais il a grandi, il est beau, pensa-t-elle, et il ressemble de plus en plus à son père. Elle poussa un soupir qui faillit empêcher Ernest de poursuivre son projet. Il ne savait pas, parmi tout ce qu'il aurait aimé lui demander et lui dire, quoi choisir. Il opta pour le plus anodin, bien que déconcertant. Avait-elle le droit de connaître ses bêtises, ou fallait-il les lui épargner? Il avait besoin de lui dire. Grand-mère, aujourd'hui je ne suis pas rentrée directement de l'école. J'étais obligée de rendre service à une camarade de classe, en l'accompagnant chez elle. Nous avons traversé un grand jardin tout près d'ici. Est-ce que vous le connaissez? Il fit un signe de tête affirmatif. C'est très beau. Grand-mère, est-ce que ça vous arrive de sortir des fois quand je suis à l'école? Elle baissa les yeux et dit tout bas. Non. En fait, Ernest savait qu'elle ne sortait jamais, et il se sentit coupable maintenant qu'il avait eu l'idée. Il n'était pas sûr que sortir était nécessaire pour la santé. Il ne savait pas si sa grand-mère était, bien que vieille, en bonne santé. Quand elle ne se sentait pas bien, elle se couchait et dormait. Quand Ernest avait un rhume, mal à la gorge, mal aux oreilles, elle lui donnait une aspirine. Il n'avait jamais manqué l'école, elle n'avait jamais fait venir le docteur. Les maladies passent comme les jours. Il conçut le projet de sortir sa grand-mère. Je n'ai jamais rien fait pour elle, pensa-t-il. Je ne sais rien d'elle. L'image d'elle, assise, immobile sur le lit, le poussa à demander. Grand-mère, qu'est-ce que vous faites toute la journée? Précieuse dévisagea son petit-fils, comme si elle avait avalé de travers, ou comme si quelque chose s'était détraqué dans leur routine muette. Il n'avait certainement pas l'habitude de parler, et les mots étaient tellement enfoncés, tassés, bouchés en elle, qu'ils semblaient scellés. Les mots, s'ils ne coulent pas en un jet perpétuel, se gèlent, ces mots qui sont les messagers de l'âme. Qu'est-ce que je fais toute la journée? Je survis, activement. À Ernest, elle dit « Rien, je me repose. » Mais, grand-mère, on se repose après un travail. Il pensa à ce que le maître avait dit, que celui qui ne fait rien devient faible, malade et fou. Je me repose de la vie. Je réfléchis. Vous réfléchissez à quoi, grand-mère? À mes morts. Ernest n'était pas content de cette réponse, car on meurt à passer toute sa vie avec les morts. Les morts sont morts, grand-mère, ils ne vont pas revenir. Oui, mais il ne faut quand même pas les oublier. On peut se souvenir d'eux en faisant autre chose, n'est-ce pas? Sa grand-mère semblait surprise de son point de vue. Il ne voulait pas être impertinent. Grâce à elle, il avait un toit, de la nourriture, des vêtements et des livres, mais c'est sorti malgré lui. Est-ce que vous pensez à moi? On pense plutôt à ceux qui ne sont pas présents. Toi, tu es là. Tu t'en vas le matin, tu reviens, tu fais tes devoirs. Tu ne me causes aucun mal. C'est avec regret qu'Ernest se dit « Je ne te fais aucun bien non plus. » Il y avait une question qui lui brûlait les méninges, mais il n'osait pas l'aborder. Sa grand-mère s'était un peu réveillée, sur le qui-vive, même un peu traquée. Elle attendait une nouvelle devinette. Il contempla la toile que l'araignée du temps avait tissée sur son visage, comme si ces lignes pouvaient donner la réponse à son énigme. « Ernest, je prendrai encore un peu de soupe, dit-elle pour prolonger ce moment. Ernest, confondu par cet appétit inattendu, se leva, puis se rassit, mit les coudes sur la table, reposa son menton sur ses mains et posa sa question. «
Grand-mère, est-ce que mon père est mort?